La main de Daniel Ashford s'était figée sur la poignée dorée de la porte d'entrée. Il était arrivé 3 heures plus tôt de son voyage d'affaires à Chicago, impatient de surprendre son fils. Mais maintenant, debout dans le hall en marbre du manoir de 15 millions de dollars, le son provenant du salon fit battre son cœur à tout rompre. C'était un rire. Un éclat de rire fort, spontané, libre. Le rire de Thomas. Daniel laissa tomber sa valise italienne sur le sol avec un bruit sourd. Ses jambes tremblèrent. Cela faisait 2 ans et 4 mois qu'il n'avait pas entendu ce son. 2 ans et 4 mois depuis qu'Amanda était morte dans l'accident, emportant non seulement sa femme, mais aussi la joie du garçon de 6 ans qui avait maintenant 8 ans et errait comme un fantôme dans les couloirs silencieux de cette maison. Il avança vers le salon, ses chaussures en cuir coûteuses résonnant sur le sol brillant. La scène qu'il découvrit le frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Thomas était assis sur le tapis persan de 12 000 $, entouré de coussins éparpillés par terre. Ses cheveux blonds en bataille, les joues rouges d'avoir tant ri, les yeux brillants d'une lumière que Daniel pensait perdue à jamais. Et à côté de lui, assise les jambes croisées, se trouvait Grace. Grace Williams. La femme de ménage noire à la peau foncée et aux yeux chaleureux qu'il avait engagée il y a seulement 3 semaines par l'intermédiaire de l'agence. Une femme de 27 ans, mince, avec de longues tresses attachées en chignon lâche, portant l'uniforme simple bleu marine que toutes les employées portaient. Elle tenait une petite poupée en tissu dans ses mains et faisait des voix amusantes, la faisant bouger comme si elle était vivante. Thomas riait tellement qu'il devait tenir son ventre. Des larmes de joie coulaient sur son visage tandis qu'il applaudissait, en redemandant encore. Encore, Grace. Refait la voix du dragon. Daniel resta figé à l'entrée du salon. Le docteur Philip Brennan, le psychiatre pour enfants le plus cher de New York, avait dit que Thomas souffrait de dépression sévère. 6 mois de thérapie hebdomadaire, 4 cents $ par séance, aucun progrès. 2 nourrices spécialisées avec des diplômes européens, salaire à 5 chiffres mensuels, 0 résultat. Médicaments sous contrôle qui rendaient le garçon encore plus apathique. Et maintenant, une femme de ménage qui gagnait 2 000 $ par mois réussissait l'impossible avec des poupées en tissu et des voix amusantes. Papa. Thomas le vit enfin. Mais au lieu de courir vers lui comme n'importe quel enfant normal l'aurait fait, le garçon se recroquevilla. L'éclat dans ses yeux disparut instantanément, comme une bougie soufflée. Il se leva lentement, lissa sa chemise, et resta immobile comme un petit soldat de plomb. « Bienvenue à la maison, monsieur », dit-il d'une voix petite et formelle qui brisa le cœur de Daniel. Grace se leva rapidement, lissant son uniforme. Ses yeux rencontrèrent ceux de Daniel un instant avant de se baisser respectueusement. « Monsieur Ashford, je vous prie de m'excuser. J'ai terminé mes tâches ménagères plus tôt et le jeune Thomas m'a demandé de jouer un peu. Cela ne se reproduira pas. Grace m'a appris un nouveau jeu, dit Thomas, mais sa voix n'avait plus la même énergie qu'il y a quelques secondes. Elle a dit que quand sa dame était petite, elle... Thomas, va dans ta chambre, interrompit Daniel, sa voix sortant plus dure qu'il ne le voulait. Je dois parler à mademoiselle Williams. Le garçon regarda Grace avec des yeux suppliants. Elle esquissa un petit sourire encourageant et hocha la tête. Thomas partit en traînant les pieds, se retournant 3 fois pour regarder en arrière avant de disparaître par les escaliers en marbre. Daniel attendit d'entendre la porte de la chambre se fermer au 2e étage. Puis il se tourna vers Grace, qui gardait les mains croisées devant elle, la posture droite mais les épaules légèrement tendues. « Depuis combien de temps cela dure-t-il » demanda-t-il. « Monsieur. Vous jouez avec mon fils. Depuis combien de temps » Grace mordilla sa lèvre inférieure. « Environ 2 semaines, monsieur. Toujours après que j'ai fini le travail. Thomas est seul la plupart des après-midi et je pensais que... Vous avez été engagé pour nettoyer la maison, pas pour être une nounou. » « Oui, monsieur. Je comprends. Il y a des professionnels qualifiés pour gérer l'état de Thomas. Des personnes avec des années d'études et d'expérience. »« Bien sûr, monsieur. » Sa voix était calme, mais Daniel vit quelque chose passer dans ses yeux. Ce n'était ni colère ni ressentiment. C'était de la déception. Comme si elle attendait plus de lui. Et cela l'irrita encore davantage. « Demain, mademoiselle Vanessa Hartley arrivera pour vivre ici, » continua Daniel, croisant les bras. « C'est ma fiancée. Nous nous marierons dans 2 mois. Elle a des attentes très précises sur le fonctionnement de cette maison. J'attends de tout le personnel qu'il respecte ses limites professionnelles. C'est clair ? » « Parfaitement clair, monsieur Ashford. » Grace rassembla les poupées en tissu éparpillées par terre, remit les coussins sur le canapé et quitta la pièce sans se retourner. Daniel entendit ses pas légers descendre les escaliers menant aux chambres du personnel au sous-sol. Il s'effondra sur le canapé en cuir italien,
passant les mains dans ses cheveux parfaitement coupés. À 38 ans, Daniel Ashford possédait un empire immobilier évalué à 2 milliards de dollars. Il avait des propriétés dans 17 pays. Il pouvait acheter pratiquement tout dans le monde. Mais il ne pouvait pas faire rire son propre fils. Cette nuit-là, pendant le dîner servi par une autre employée, Thomas repoussa la nourriture dans son assiette sans rien manger. Il répondait aux questions de Daniel par des monosyllabes polies. « Oui, monsieur. »« Non, monsieur. »« Ça va, monsieur. » Daniel essaya de parler de l'école, des livres que Thomas aimait, de n'importe quoi. Mais c'était comme parler à un mur poli et bien élevé. Quand il laissa enfin le garçon quitter la table, Thomas monta les escaliers comme s'il portait le poids du monde sur ses petites épaules. Plus tard, il était déjà plus de 23 heures lorsque Daniel traversait le couloir vers sa propre chambre. Il s'arrêta devant la porte de Thomas et, sur un coup de tête, l'ouvrit avec précaution. Le garçon dormait, mais pas paisiblement. Son visage était mouillé de larmes, et il serrait fort l'une des poupées en tissu que Grace avait utilisées plus tôt. Même endormi, ses lèvres bougeaient, chuchotant quelque chose que Daniel dut approcher pour entendre. « Grace, ne pars pas, s'il te plaît. » Daniel referma la porte et resta immobile dans le couloir sombre pendant de longues minutes. Quelque chose de lourd et d'inconfortable grandissait dans sa poitrine, mais il le repoussa, comme il le faisait avec toutes les émotions gênantes. Vanessa arriverait demain. Elle apporterait l'ordre, la structure, la normalité. Elle comprendrait que les limites étaient nécessaires, que le professionnalisme était important, qu'une femme de ménage n'avait pas sa place dans la vie émotionnelle d'un enfant. Mais alors qu'il s'allongeait dans son lit king-size vide, Daniel ne pouvait pas chasser de son esprit l'image de son fils riant. Riant vraiment. Et la question qu'il ne voulait pas se poser revenait sans cesse, insistante et perturbante. Qu'est-ce que Grace avait fait de plus que lui, avec tout son argent et son pouvoir, n'avait pas réussi à faire? Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Laissez un commentaire pour dire ce que vous en pensez jusqu'à présent et de quelle ville ou pays vous regardez. Votre participation fait toute la différence. Vanessa Hartley arriva à 10 h du matin le lendemain, dans une Bentley blanche, apportant avec elle 12 valises de marque et une présence qui semblait aspirer tout l'oxygène de la pièce. Grande, blonde, impeccablement vêtue d'un ensemble Chanel beige, elle examina chaque pièce du manoir avec des yeux critiques d'aigle à la chasse. « Daniel, chérie, nous devons parler de la décoration, » dit-elle, passant son doigt parfaitement manucuré sur le console de l'entrée. Trop masculine. Trop froide. Quand les investisseurs japonais viendront dîner la semaine prochaine, ils doivent voir une famille chaleureuse et accueillante, pas un mausolée. Daniel était dans le bureau, en train de revoir des contrats, lorsqu'il entendit des cris venant de la cuisine. Il reconnut immédiatement la voix stridente de Vanessa, coupant l'air comme un rasoir. « Comment osez-vous me contredire? Vous n'êtes qu'une simple employée. » Il descendit rapidement les escaliers. Dans l'immense cuisine en marbre et acier inoxydable, Vanessa se tenait debout, le visage rouge de colère, pointant son doigt vers Grace. L'employé noir gardait la tête haute, mais ses mains tremblaient légèrement en tenant un torchon. « Vanessa, que se passe-t-il » demanda Daniel. « Cette personne a eu l'audace de me dire qu'elle ne peut pas préparer le déjeuner parce qu'elle est occupée. » Vanessa se tourna vers lui, ses yeux bleus flamboyants. « Occupée à faire quoi? Nettoyer la même pièce pour la 3e fois? J'ai expliqué à mademoiselle Hartley que le jeune Thomas a de la fièvre, » dit Grace calmement, regardant Daniel droit dans les yeux. « Depuis hier soir. L'infirmière de l'équipe de nuit m'en a informé avant de partir. Je suis allé vérifier et il brûlait. J'apportais de l'eau fraîche et des serviettes dans sa chambre quand mademoiselle m'a demandé de préparer le déjeuner. » Daniel sentit son sang se glacer. « Thomas est malade? Pourquoi personne ne m'a prévenu? » « J'ai essayé de frapper à votre bureau à 7 h du matin, monsieur, » répondit Grace. « Mais je vous ai entendu en vidéoconférence et je n'ai pas voulu interrompre. Alors vous avez décidé de jouer au médecin au lieu de faire votre travail. » Vanessa croisa les bras. « Daniel, c'est exactement ce que j'ai dit. Cette maison n'a pas de structure. Pas de hiérarchie. Les employés font ce qu'elles veulent. »« Je vais monter voir Thomas, » dit Daniel, mais Vanessa lui saisit le bras. « Vous avez une réunion avec les Allemands dans 20 minutes. Ils viennent de Francfort spécialement pour vous rencontrer. 300 millions de dollars en jeu. » Elle se tourna vers Grace avec un sourire glacial. « L'employé peut gérer une simple fièvre. C'est pour ça que nous avons du personnel, non ?» Daniel hésita. Vanessa avait raison concernant la réunion. Les investisseurs allemands négociaient depuis 3 mois. Annuler maintenant serait désastreux. Mais l'image de Thomas dormant, serrant la poupée en tissu, murmurant le nom de Grace, ne quittait pas son esprit. Grace
Appelle le docteur Morrison, dit-il enfin. Demande-lui de venir examiner Thomas. Et tiens-moi informé de tout changement. Oui, monsieur. Alors que Grace montait les escaliers, Vanessa attendit qu'elle disparaisse pour murmurer du poison à l'oreille de Daniel. Vous avez vu comment elle vous a regardé? Comme si vous étiez son égal. Ces gens doivent connaître leur place, Daniel. Surtout elle. Ces gens. Daniel fronça les sourcils. Ne me regardez pas comme ça. Vous savez de quoi je parle. Je n'ai rien contre elle personnellement, mais il y a un ordre naturel des choses. Et une femme de ménage noire qui gagne 2000 $ par mois ne remet pas en question les décisions de la future maîtresse de maison. Vanessa lissa ses cheveux blonds impeccables. Quand nous nous marierons, elle devra partir. Avec la moitié du personnel actuel. J'amènerai ma propre équipe. Des personnes qui savent comment une maison de ce niveau doit fonctionner. Daniel ne répondit pas. Il retourna dans le bureau et s'assit devant l'ordinateur où les visages sérieux des cadres allemands l'attendaient déjà sur l'écran Zoom. Mais pendant toute la réunion de 2 heures, son esprit errait au 2e étage, là où son fils brûlait de fièvre. Lorsqu'elle se termina enfin, il était déjà passé midi. Daniel monta les escaliers 2 marches à la fois. La porte de la chambre de Thomas était entr'ouverte. Il la poussa doucement et s'arrêta. Grace était assise au bord du lit, passant une serviette froide sur le front de Thomas. Le garçon était allongé, les yeux fermés, mais sa petite main tenait fermement les doigts de Grace. Le docteur Morrison, un homme de 60 ans aux cheveux grisonnants, rangeait son stéthoscope dans sa mallette. « Ah, monsieur Ashford, dit le médecin. J'étais sur le point de vous chercher. Thomas a une infection virale. Rien de grave, mais la fièvre est élevée. J'ai prescrit des antipyrétiques et du repos. Il devrait aller mieux dans 48 heures. Merci, docteur. » Après le départ du médecin, Daniel s'approcha du lit. Thomas ouvrit lentement les yeux. Lorsqu'il vit son père, tout son corps se tendit, comme toujours. Mais sa main ne lâcha pas celle de Grace. « Comment te sens-tu, mon fils ?»« Bien, monsieur, » murmura Thomas, la voix faible. « Grace prend bien soin de toi. » Le garçon acquiesça, et pour la première fois depuis des années, Daniel vit autre chose que du vide dans les yeux de son fils lorsqu'il regarda l'employé noir. C'était de la confiance. C'était de la sécurité. C'était de l'amour. « Elle m'a chanté une chanson, » murmura Thomas. « Comme maman le faisait. » Les mots frappèrent Daniel comme une balle. Amanda chantait pour Thomas toutes les nuits. De vieilles berceuses qu'elle avait apprises de sa propre mère. Après sa mort, Daniel avait tenté de poursuivre la tradition une seule fois. Une seule fois. Mais sa voix s'était étranglée au milieu du premier couplet, et il n'avait jamais recommencé. « Je vais vous laisser vous reposer, » dit-il rapidement, sortant de la chambre avant que les émotions ne débordent. Dans le couloir, appuyé contre le mur, il respira profondément. Lorsqu'il ouvrit les yeux, Vanessa était là, le regardant avec une expression calculée. « Vous laissez cette femme remplacer Amanda, » dit-elle doucement, dangereusement doucement. « Vous laissez une employée prendre la place de la mère de Thomas dans sa tête. Ce n'est pas sain, Daniel. Pour aucun de vous. Elle s'occupe juste de lui. Non. Elle dépasse les limites. Et vous le permettez. » Vanessa fit un pas de plus. « Les investisseurs japonais viennent jeudi. Ils amèneront leurs épouses. Ils veulent voir une famille américaine stable et traditionnelle. Ils doivent avoir confiance que votre vie personnelle est sous contrôle avant d'investir 400 millions dans le projet de Miami. Qu'est-ce que cela a à voir avec Grace? Tout. L'apparence compte à ce niveau, Daniel. Vous le savez mieux que quiconque. Nous ne pouvons pas avoir une femme de ménage noire agissant comme si elle était la mère de votre fils. Pas devant des investisseurs japonais conservateurs. Pas quand nous essayons de construire l'image d'une famille parfaite. » Daniel sentit la nausée lui monter à la gorge. « Vous suggérez que je licencie Grace parce qu'elle est noire. Ne soyez pas simpliste. Je suggère que vous licenciez une employée qui ne connaît pas sa place et qui cause une confusion émotionnelle à un enfant vulnérable. » Vanessa toucha son visage avec une délicatesse étudiée. « Pensez à ce qui est mieux pour Thomas sur le long terme. Il doit apprendre à gérer les pertes, pas créer de nouveaux attachements qui seront inévitablement brisés. Et il a besoin d'une figure maternelle appropriée. Quelqu'un du même niveau social. Quelqu'un qui peut vraiment faire partie de la famille. Quelqu'un comme vous, » dit Daniel, mais ce n'était pas une question. Exactement comme moi. Vanessa sourit. « Je vais commencer à passer plus de temps avec Thomas. L'emmener dans des endroits appropriés. Théâtre, musée, dîner. Lui apprendre comment se comporter en société. Comme un Ashford doit se comporter. »
Elle l'embrassa sur la joue et descendit les escaliers, ses talons chers résonnant sur le marbre comme des sentences proclamées. Daniel resta immobile dans le couloir pendant de longues minutes. Par l'entrebâillement de la porte, il pouvait entendre Grace fredonner doucement, et Thomas respirait plus calmement. Le garçon n'avait permis à personne de tenir sa main depuis la mort d'Amanda. Il n'acceptait pas les câlins. Il n'acceptait pas la proximité. Mais il l'acceptait avec Grace. Une femme de ménage noire qui gagnait 2000 $ par mois avait accompli l'impossible. Et maintenant Vanessa voulait détruire cela. Elle voulait effacer Grace de la vie de Thomas, comme si elle n'était qu'un objet jetable de plus dans cette maison pleine de choses chères et vides. Daniel retourna dans le bureau, mais ne parvint pas à se concentrer. Alors que le soleil se couchait dehors, peignant le ciel en orange et rouge, une seule question martelait dans son esprit. Quand exactement était-il devenu le type d'homme qui met les affaires avant son propre fils? Pendant les 3 jours suivants, Daniel observa. Observe d'une manière qu'il n'avait jamais observée auparavant, prêtant attention aux détails invisibles qui avaient toujours été la mets qu'il avait choisi d'ignorer. Il observe Grace se lever à 5 heures du matin pour préparer le petit déjeuner de Thomas avant qu'il n'aille à l'école. Pas parce que c'était son travail, mais parce qu'elle avait découvert que le garçon aimait les pancakes en forme d'étoile. Il observe Vanessa se plaindre du bruit quand Thomas fait tomber un verre de jus, voyant le garçon se recroqueviller comme s'il s'attendait à être frappé. Il observe Grace nettoyer silencieusement le sol en murmurant à Thomas que les accidents arrivent et que tout va bien. Il observe Vanessa traîner le garçon à un dîner de charité à 5000 $ l'assiette, où il resta raide pendant 3 heures dans un smoking trop serré, sans toucher à la nourriture, tandis qu'elle circulait en le présentant comme « mon futur beau-fils » à des personnes qui ne daignaient même pas le regarder. Il observe Grace apprendre à Thomas à planter des graines de tournesol dans de petits pots sur la terrasse arrière, tous deux les mains pleines de terre, riant lorsqu'un oiseau vola une graine juste sous leur nez. Le jeudi matin, jour du dîner avec les investisseurs japonais, Daniel descendit pour prendre son café et trouva Vanessa en train de donner des instructions à l'équipe de traiteurs qui transformerait la salle à manger en quelque chose digne d'un magazine. « Ah, chérie, tu es enfin levée », dit-elle en consultant quelque chose sur sa tablette. « Je dois que tu saches que j'ai donné congé à la moitié du personnel ce soir. Seules les employées blanches resteront visibles pendant le dîner. C'est plus approprié pour nos invités. » Daniel s'arrêta, la tasse de café à mi-chemin de sa bouche. « Quoi ? Ne sois pas naïf, Daniel. Les Nakamura sont extrêmement traditionnels. Conservateurs. Nous devons les mettre à l'aise. » Elle ne leva même pas les yeux de sa tablette. L'équipe de nettoyage noir pourra revenir après le départ des invités. Vous voulez dire que vous avez renvoyé Grace à cause de la couleur de sa peau? Je dis que j'ai pris une décision stratégique pour les affaires. Maintenant Vanessa le regardait, ses yeux bleus durs comme de la glace. Quelque chose que tu aurais dû faire il y a des semaines. D'ailleurs, j'ai reçu des appels intéressants de l'agence d'emploi. Apparemment, Grace a été vue en train de jouer avec Thomas pendant ses heures de travail à plusieurs reprises. C'est un motif de licenciement immédiat. Qui a appelé l'agence? Moi. C'est ma responsabilité de maintenir cette maison en ordre. Vanessa croisa les bras. Et avant que tu ne commences avec des discours sur l'injustice, sache que j'ai découvert quelque chose de très intéressant hier. Elle posa sa bague de diamant de 5 carats sur la table. La bague de fiançailles que Daniel lui avait offerte 3 mois auparavant, évaluée à 400 000 $. Je la cherchais depuis 2 jours. Sais-tu où je l'ai trouvée? Vanessa laissa la question flotter dans l'air comme du poison. Dans le placard de fournitures de nettoyage. Caché derrière des bouteilles de produits chimiques. Le même placard auquel seul le personnel de nettoyage a accès. L'estomac de Daniel se noua. Vous insinuez que... Je n'insinue rien. J'affirme un fait. Quelqu'un a volé ma bague et l'a cachée dans le placard de nettoyage. Et seulement 3 personnes ont les clés de ce placard. Grace en fait partie. Vanessa reprit la bague et la remit à son doigt. J'ai déjà appelé mon avocat. Il a dit que nous avons des bases pour des accusations criminelles. C'est ridicule. Grace ne volerait jamais rien. Comment le sais-tu? Parce qu'elle est gentille avec ton fils? Parce qu'elle chante des berceuses? Vanessa rit, un son rauque et sans humour. Daniel, tu es milliardaire. Des personnes comme elle passent toute leur vie à rêver d'une opportunité comme celle-ci. Une bague qui vaut plus qu'elle ne gagnerait en 20 ans de travail? La tentation devait être irrésistible. Je n'y crois pas. Alors tu es plus naïf que je ne le pensais. Vanessa rassembla ses affaires. Je vais me préparer pour le dîner. Je te suggère de faire de même. Et je te suggère aussi de gérer la situation de l'employé avant que les Nakamura arrivent. Je ne veux pas de drame ce soir. Pas avec 400 millions de $ en jeu. Après son départ,
Daniel resta assis seul dans la vaste et silencieuse cuisine. Il prit son téléphone et composa le numéro de Harold Chen, son avocat personnel. « Harold, j'ai besoin que tu enquêtes sur quelque chose pour moi. » Discrètement. Il passa la matinée enfermé dans le bureau, passant des appels, vérifiant des chiffres, révisant des contrats. Mais son esprit revenait sans cesse à Grace. À la façon dont elle regardait Thomas. À la douceur de sa voix lorsqu'elle calmait le garçon. À la dignité tranquille avec laquelle elle supportait les insultes de Vanessa. À midi, il descendit au sous-sol où se trouvaient les chambres du personnel. Il frappa à la porte de Grace. Elle ouvrit, portant une robe simple de dimanche, clairement surprise de le voir là. « Monsieur Ashford, il est arrivé quelque chose à Thomas ? Puis-je entrer ?» Grace hésita, mais ouvrit la porte. La chambre était minuscule, peut-être un cinquième de la taille du dressing de Vanessa. Un lit simple, une vieille commode, une petite fenêtre donnant sur le mur arrière. Mais elle était impeccablement propre et organisée. Sur la commode, une photo encadrée d'une femme plus âgée avec le même sourire chaleureux que Grace. « Ma grand-mère », expliqua Grace en suivant son regard. « Elle m'a élevé. Elle est décédée l'année dernière. » Daniel hocha la tête, ne sachant pas vraiment par où commencer. « Grace, Vanessa m'a dit qu'elle a trouvé sa bague dans le placard de nettoyage. » Il vit la couleur quitter le visage de Grace. Ses mains commencèrent à trembler. « Je n'ai rien volé, monsieur Ashford. Je jure devant Dieu et la mémoire de ma grand-mère. Je n'ai jamais rien volé à personne de ma vie. Je te crois. » Les mots sortirent avant que Daniel ne réalise qu'ils étaient vrais. Il croyait en elle. Complètement. Grace cligna des yeux rapidement, luttant contre les larmes. « Mademoiselle Hartley me déteste. Depuis le premier jour. Elle l'a bien fait comprendre. Mais je jure, monsieur, je n'ai jamais touché à cette bague. Je ne suis jamais entré dans sa chambre sans permission. » « Je sais. » Daniel respira profondément. « Grace, j'ai besoin de te poser une question. Et j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. Je l'ai toujours été, monsieur. Pourquoi tiens-tu autant à Thomas ?» La question la prit au dépourvu. Grace baissa les yeux vers ses mains. « Quand j'avais 7 ans, j'ai perdu ma mère dans une fusillade. J'étais au mauvais endroit au mauvais moment. Ma grand-mère m'a prise, mais je suis resté vide. Comme le jeune Thomas. Je ne parlais pas. Je ne jouais pas. Je ne ressentais rien. » Sa voix était basse, chargée de souvenirs douloureux. Une institutrice de l'école, Madame Davis, a refusé de m'abandonner. Elle restait après les heures de cours. Jouait avec moi. Chantait. M'enseignait des choses. Elle m'a sauvé la vie, monsieur Ashford. Littéralement sauvé. Grace leva enfin les yeux, et Daniel vit des larmes silencieuses couler sur son visage. Quand j'ai vu Thomas pour la première fois, je me suis vu moi-même. J'ai vu cette même obscurité. Ce même vide. Et j'ai pensé que peut-être, juste peut-être, je pourrais faire pour lui ce que Madame Davis avait fait pour moi. Elle essuya rapidement ses larmes. Je sais que j'ai dépassé les limites. Je sais que ce n'est pas ma place. Si vous voulez me renvoyer, je comprendrai. Mais croyez-moi, ce n'a jamais été pour l'argent ou un gain personnel. C'était juste parce que j'ai reconnu en lui une partie de moi. » Daniel resta silencieux un long moment. Dehors, il pouvait entendre Vanessa crier des ordres au traiteur. Il pouvait entendre le bruit de la maison transformée en scène parfaite pour des démonstrations de richesse et de succès. « Tu n'iras nulle part, » dit-il enfin. « Je ne le permettrai pas. Mais mademoiselle Hartley, laisse-moi gérer Vanessa. » Daniel se retourna pour partir, mais s'arrêta à la porte. « Grace, cette institutrice qui t'a sauvé. Madame Davis. Que lui est-il arrivé ?» Grace sourit, le premier vrai sourire que Daniel avait vu chez elle depuis des jours. Elle est devenue directrice d'une école dans un quartier pauvre. Elle y est encore, sauvant des enfants. 30 ans plus tard, toujours en train de sauver des enfants. Elle fit une pause. Certaines personnes naissent pour faire de l'argent, monsieur Ashford. D'autres naissent pour faire la différence. Il n'y a aucune valeur à mettre sur la seconde. Alors qu'il remontait les escaliers vers le monde de marbre et d'or, Daniel sentit quelque chose changer en lui. Une décision se formait. Un plan prenait forme. Vanessa pensait avoir toutes les cartes. Elle pensait que l'argent gagnait toujours. Elle allait découvrir qu'elle se trompait terriblement. Les Nakamura arrivèrent à 7 heures pile, ponctualité japonaise impeccable. 5 couples, tous vêtus formellement, tous souriant poliment tandis que Vanessa les conduisait à travers le manoir comme si elle en était déjà la propriétaire. Daniel salua chacun d'eux, serrant des mains, faisant de légères révérences, jouant le rôle d'hôte parfait.
Mais son esprit était ailleurs. À 7h15, Harold Chen appela. Daniel répondit depuis le bureau, loin des invités. « Vous avez trouvé ce que j'ai demandé ?»« Oui. Et ça ne va pas vous plaire. » La voix de l'avocat était tendue. « Les caméras de sécurité que vous avez fait installer discrètement la semaine dernière ont tout filmé. Vanessa est entrée dans le placard de nettoyage mardi soir, après que tout le monde se soit endormi. C'est elle-même qui a caché la bague là. J'ai les horodatages, plusieurs angles, des preuves irréfutables. » Daniel ferma les yeux. Une partie de lui espérait encore se tromper. « Envoie-moi les vidéos par mail. » « Tout de suite. »« Je les ai déjà envoyées. »« Daniel, il y a plus. J'ai enquêté sur ses finances comme vous l'avez demandé. Vanessa est fauchée. Complètement fauchée. Elle a tout perdu dans de mauvais investissements il y a 18 mois. L'appartement à Manhattan, loué avec des cartes de crédit au maximum. Les bijoux, faux, sauf ceux que vous lui avez offerts. Elle est poursuivie par 4 créanciers différents. Pourquoi cela n'est-il pas apparu lors de la vérification des antécédents? Parce qu'elle a utilisé des sociétés offshore pour cacher ses dettes. Très bien fait, je dois dire. Il m'a fallu 3 jours pour le découvrir. Harold fit une pause. Daniel, elle ne te veut pas. Elle veut ton argent. Et d'après ce que j'ai découvert, elle prévoit de divorcer 6 mois après le mariage avec une accusation de comportement abusif préfabriqué. Elle a déjà des avocats de divorce en stand-by. Daniel raccrocha et ouvrit son ordinateur portable. Les vidéos étaient là. Il regarda Vanessa en noir et blanc granuleux, regardant autour d'elle avant d'ouvrir le placard de nettoyage, cachant la bague derrière les bouteilles de produits chimiques, puis sortant avec un sourire satisfait. Son téléphone sonna à nouveau. Numéro inconnu. Monsieur Ashford, ici Margaret Brennan, l'infirmière de l'équipe de nuit. Je vous appelle car je suis inquiète pour Thomas. Le cœur de Daniel s'emballa. Que s'est-il passé? Il n'est pas malade physiquement. Mais depuis que Grace est partie ce matin, il ne sort pas de dessous le lit. Il ne mange pas. Il ne parle pas. Il reste là, serrant cette poupée en tissu, en pleurant. La voix de l'infirmière trembla. Monsieur Ashford, je travaille avec des enfants depuis 25 ans. J'ai déjà vu de la dépression infantile. Mais ceci est différent. Thomas est en train d'abandonner. Vous devez rentrer à la maison. Je suis à la maison. J'ai des invités. Alors laissez-les attendre. L'infirmière éleva la voix pour la première fois. Votre fils a besoin de vous. Pas dans une demi-heure. Pas après le dîner. Maintenant. Daniel entendit le tintement des verres dans la salle à manger. Il entendit le rire théâtral de Vanessa, charmant les investisseurs. 400 millions de dollars. La plus grande affaire de sa carrière. La consolidation définitive de son empire. Il raccrocha et monta les escaliers. La chambre de Thomas était sombre. Daniel alluma la lumière. Le lit était parfaitement fait, mais vide. Il s'agenouilla et regarda en dessous. Thomas était recroquevillé contre le mur, les genoux serrés contre sa poitrine, le visage mouillé de larmes. La poupée serrée contre son cœur. Lorsqu'il vit son père, il ne bougea pas, ferma simplement les yeux, comme s'il voulait disparaître. « Thomas, mon fils, sors de là. » Silence. « Thomas, nous avons des invités. Tu dois te comporter correctement. » Encore du silence. Mais cette fois, le garçon commença à trembler. Trembler violemment, tout le corps secoué. Daniel se glissa sous le lit. Ce n'était pas facile, pas avec son costume à 3000 $ et sa dignité de milliardaire. Mais il se rapprocha de son fils, côte à côte. « Thomas, regarde-moi. » Lentement, très lentement, le garçon ouvrit les yeux. Et ce que Daniel vit le dévasta. Ce n'était pas seulement de la tristesse. C'était le désespoir absolu. L'expression de quelqu'un qui avait perdu la dernière chose qui comptait. « Elle est partie », murmura Thomas, la voix brisée. « Grace est partie et c'est de ma faute. Madame Vanessa a dit que Grace a volé parce que je lui ai demandé de rester avec moi. Elle a dit que j'ai fait faire de mauvaises choses à Grace. Elle a dit que les gens comme Grace partent toujours parce qu'ils n'appartiennent pas à des endroits comme celui-ci. » Quelque chose à l'intérieur de Daniel se brisa. En 1000 morceaux. « Thomas, rien de tout cela n'est vrai. Grace n'a rien volé. Et elle n'est pas partie parce qu'elle n'a pas sa place ici. Elle est partie parce que j'ai été trop lâche pour protéger les personnes qui comptent vraiment. Tu peux la faire revenir. » « Oui. »« Tu promets ?» Les yeux de Thomas, si semblables à ceux d'Amanda, cherchaient les siens avec un espoir fragile et désespéré. « Je promets. » Daniel sortit de dessous le lit, prit Thomas dans ses bras.
Le garçon s'accrocha à lui pour la première fois en 2 ans, enfouissant son visage dans son cou. Daniel descendit les escaliers, portant encore son fils. La salle à manger tomba dans le silence lorsqu'il entra. 10 paires d'yeux japonais se tournèrent vers lui. Vanessa resta figée, un verre de vin à mi-chemin de ses lèvres. « Mesdames et messieurs, je vous prie de m'excuser, mais je dois interrompre le dîner. » Daniel plaça Thomas sur une chaise, gardant une main protectrice sur son épaule. « Harold, peux-tu entrer maintenant ?» Harold Chen apparut depuis la cuisine, portant un ordinateur portable. Il le connecta au projecteur que Vanessa avait installé pour sa présentation sur Miami. Mais au lieu de graphiques d'investissement, le mur se remplit de la vidéo en noir et blanc de Vanessa cachant la bague. Le silence dans la salle était absolu. « Cette femme, » dit Daniel en pointant Vanessa dont le visage était devenu gris, a planifié de détruire une employée innocente avec une accusation de vol mensongère. Pourquoi? Parce que cette employée, une femme noire humble et travailleuse, a commis le crime impardonnable de faire rire mon fils. De le faire se sentir aimé. D'être meilleur pour lui que quiconque dans cette salle ne l'a jamais été. Monsieur Nakamura se leva lentement. Son épouse fit de même. Un par un, tous les invités se levèrent. « Monsieur Ashford, » dit Monsieur Nakamura en anglais soigneux, « au Japon, il y a un proverbe. Le caractère d'un homme ne se révèle pas par la manière dont il traite ses égaux, mais par la manière dont il traite ceux qui ne peuvent rien lui offrir en retour. » Il fit une profonde révérence. « Vous venez de montrer votre vrai caractère. Et bien que nous regrettions que le dîner ait été interrompu, nous respectons profondément votre choix. Vous voulez toujours investir dans le projet de Miami ?» demanda Daniel, bien qu'il se fichât déjà de la réponse. « Plus qu'avant, » dit doucement Madame Nakamura. « Un homme qui choisit son fils plutôt que 400 millions de dollars est un homme en qui nous pouvons avoir confiance pour notre argent. » Vanessa trouva enfin sa voix. « Vous ne comprenez pas. Ce n'est qu'une employée. Elle ne signifie rien. Tout cela est un malentendu ridicule. » La seule chose ridicule ici, dit Daniel, sa voix tranchante comme l'acier, c'est que j'ai mis tant de temps à voir qui vous êtes vraiment. Je veux que vous quittiez ma maison dans 1 heure. La bague de fiançailles reste. Et si vous tentez une action en justice, je garantis que chaque seconde de cette vidéo sera montrée au tribunal. Vous allez le regretter, siffla Vanessa en attrapant son sac. Vous me supplieriez de revenir quand vous réaliserez qu'aucune femme décente ne voudra de vous et de vos bagages émotionnels. Elle sortit en claquant la porte si fort que les tableaux sur les murs tremblèrent. Daniel se tourna vers Harold. « Où est Grace ?»« Salle du personnel au sous-sol. Elle y est toute la journée, en train de faire ses bagages. » Daniel descendit les escaliers en courant, Thomas accroché à sa main. Il frappa à la porte de Grace. Elle ouvrit, les yeux rouges d'avoir pleuré, une petite valise à ses pieds. Quand elle vit Thomas, tout son visage s'illumina. Le garçon lâcha la main de son père et courut vers elle, la serrant avec une force qui contredisait sa petite taille. « Tu n'as rien volé, » dit Thomas contre son épaule. « Je savais. Je l'ai toujours su. » Grace regarda Daniel par-dessus la tête du garçon, les larmes coulant librement maintenant. « Tu as 2 nouveaux emplois, » dit Daniel. « Le premier, être la nounou officielle de Thomas. Salaire de 80 000 par an, avec tous les avantages. Le second, m'apprendre à être le père que mon fils mérite. Celui-ci n'a pas de salaire, mais le paiement en satisfaction personnelle est incomparable. » Grace rit et pleura en même temps. « J'accepte les 2. » Là-haut, les Nakamura s'en allaient, saluant poliment. La maison était en chaos. Le dîner était ruiné. Mais pour la première fois en 2 ans, Daniel tenait la main de son fils. Et son fils souriait. 6 mois plus tard, Daniel rentra chez lui à 5 heures de l'après-midi, plus tôt que d'habitude. Il gara la voiture dans le garage et marcha jusqu'à la porte arrière, préférant l'entrée de la cuisine à la pompe du hall principal. Ce qu'il entendit le fit s'arrêter avant d'ouvrir la porte. Des rires. Pas seulement Thomas, mais plusieurs voix d'enfants mêlées à celles de Grace, toutes parlant en même temps dans un chaos joyeux et confus. Il entra doucement. Le salon, autrefois un musée immaculé de meubles chers et de silence oppressant, avait été transformé. Des coussins étaient éparpillés partout, des livres de coloriage ouverts sur le sol, des verres de jus sur des tables d'appoint qui auparavant ne supportaient que des sculptures en marbre. Grace était assise au centre du chaos, entourée de 5 enfants. Thomas, bien sûr, mais aussi 4 autres garçons et filles que Daniel ne connaissait pas. Tous riaient pendant que Grace racontait une histoire en utilisant une voix différente pour chaque personnage. « Papa !» Thomas sauta et courut vers lui, chose qu'il faisait naturellement maintenant, sans hésitation ni peur. « Regarde, Grace a amené ses amis pour nous rencontrer. » Daniel regarda Grace, qui se leva rapidement,
lissant sa robe décontractée qu'elle portait désormais au lieu de l'uniforme strict. « Monsieur Ashford, désolé pour le désordre. Ce sont mes neveux et nièces. Ma sœur a dû travailler tard et j'ai proposé de m'en occuper. Je pensais que Thomas aimerait leur compagnie, mais si c'est inapproprié. »« C'est parfait, » interrompit Daniel, observant son fils jouer naturellement avec les autres enfants. Il y a 6 mois, Thomas ne pouvait pas regarder un autre enfant sans paniquer. Maintenant, il enseignait à un garçon plus jeune comment faire des avions en papier. Parfaitement parfait. Ce soir-là, après que Grace eut raccompagné les enfants et que Thomas fut allé se coucher, Daniel resta seul dans le salon, observant le chaos organisé qu'était devenu sa vie. Des jouets dans des paniers là où se trouvaient auparavant des vases Ming. Les dessins de Thomas accrochés au mur à côté de peintures à 100 000 $. Une maison qui semblait enfin vivante. Son téléphone sonna. C'était Catherine Reynolds, la thérapeute pour enfants qu'il avait commencé à consulter 3 mois plus tôt, suivant le conseil de Grace. « Daniel, je viens de revoir les derniers résultats des tests de Thomas. Je voulais partager ça personnellement. » Elle fit une pause dramatique. Il ne présente plus aucun symptôme de dépression. Aucun. Ses niveaux d'anxiété sont dans la normale pour son âge. Ses compétences sociales se sont améliorées de manière exponentielle. C'est une récupération complète. Daniel sentit sa poitrine se serrer. Complète. J'utilise rarement ce mot, mais oui. Complète. Quoi que vous fassiez, continuez. Après avoir raccroché, Daniel monta dans la chambre de Thomas. Il ouvrit la porte doucement, s'attendant à trouver le garçon endormi. Au lieu de cela, Thomas était assis sur le lit, la poupée en tissu sur les genoux, mais éveillé. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda Daniel en entrant. Je réfléchissais. À quoi? Thomas mordit à sa lèvre, comme il le faisait lorsqu'il avait quelque chose d'important à dire, mais ne savait pas comment. Tu te souviens quand tu m'as demandé ce que je voulais comme cadeau d'anniversaire le mois prochain? Je me souviens. Tu as dit que tu devais réfléchir. J'ai réfléchi. Thomas prit une profonde inspiration. Je veux que Grace vienne vivre ici vraiment. Pas au sous-sol. Dans une vraie chambre. Comme la tienne. Daniel s'assit au bord du lit. Pourquoi? Parce que la famille ne vit pas au sous-sol. Thomas le regarda avec ses yeux beaucoup trop sérieux pour ses 8 ans. Et Grace fait maintenant partie de la famille. N'est-ce pas? La question resta en suspens. Daniel pensa à Amanda, à la façon dont elle disait toujours que la famille ne dépend pas du sang, mais de ceux qui choisissent de rester quand les choses deviennent difficiles. Il pensa aux 6 derniers mois, à la façon dont Grace avait refusé 3 offres d'emploi meilleures pour rester. À la façon dont elle se levait au milieu de la nuit lorsque Thomas faisait des cauchemars. À la façon dont elle avait appris à Daniel à vraiment parler à son fils plutôt que de seulement donner des ordres. Oui, dit-il enfin. Oui, elle en fait partie. Alors elle peut avoir une vraie chambre. Je lui en parlerai demain. Thomas sourit, ce large sourire authentique que Daniel pensait ne plus jamais revoir, et se coucha. Il s'endormit en quelques minutes, paisible et en sécurité. Le lendemain matin, Daniel trouva Grace dans la cuisine, préparant le petit déjeuner de Thomas. Des pancakes en forme d'étoile, comme toujours. « Nous devons parler, » dit-il. Grace se retourna, la spatule encore à la main. « Bien sûr. Il s'est passé quelque chose? Thomas veut que tu emménages au 2e étage. Choisis la chambre que tu veux, sauf la principale et celle de Thomas. » Grace cligna plusieurs fois. « Monsieur Ashford, je ne peux pas. »« Daniel. Après 6 mois, je pense que tu peux m'appeler Daniel. » Il tira une chaise, lui faisant signe de s'asseoir aussi. « Grace, je dois te poser une question. Et je dois que tu sois honnête. » « Je le suis toujours. Tu restes ici pour Thomas, pour le salaire, ou pour les deux? » Grace regarda longuement ses mains. « Quand j'ai accepté ce travail, c'était pour le salaire. Je devais envoyer de l'argent à ma sœur chaque mois. Elle a 4 enfants et travaille à 2 emplois. 80 000 par an ont changé la vie de toute ma famille. » Elle leva les yeux. « Mais si tu m'offrais le double pour m'occuper d'un autre enfant, je refuserais. Je reste pour Thomas. Parce qu'il a besoin de moi. Et parce qu'à un moment au cours des 6 derniers mois, j'ai commencé à avoir besoin de lui aussi. Il a demandé que tu deviennes officiellement partie de la famille. Daniel, je connais ma place. Je sais qu'il y a des limites. » Quelles limites? Celles que Vanessa a essayé d'imposer? Celles que la société dit qu'il devrait y avoir? Daniel se pencha en avant. « Grace, tu as sauvé mon fils. Littéralement sauvé sa vie. Et dans le processus, tu as sauvé la mienne aussi. Tu m'as appris à redevenir père.
Tu m'as appris que la présence vaut plus que les cadeaux. Que l'amour n'a pas de prix. Pourquoi y aurait-il des limites à cela? Des larmes commencèrent à couler sur le visage de Grace. Parce que j'ai peur. Peur qu'un jour tu te réveilles et réalises que je ne suis qu'une employée qui a dépassé ses limites. Peur que Thomas grandisse et ait honte d'avoir une nourrice noire comme figure maternelle. Peur que... Arrête. Daniel posa sa main sur la sienne. Thomas m'a dit hier que la famille ne vit pas au sous-sol. Il a 8 ans et comprend déjà quelque chose que j'ai mis 38 ans à apprendre. La famille est celle qui choisit de rester. La famille est celle qui est là. La famille est celle qui aime sans condition. Tu veux dire? Je veux dire que tu es famille. Si tu veux l'être. Pas comme employé. Pas comme nourrice. Comme partie de cette maison. Comme la personne que Thomas appelle au milieu de la nuit. Comme la personne en qui j'ai plus confiance que n'importe qui au monde. Il fit une pause. Je sais que je ne peux pas remplacer Amanda. Personne ne le peut. Mais je peux construire quelque chose de nouveau. Quelque chose de différent. Quelque chose de réel. Grace essuya ses larmes du dos de la main. Et que vont dire les gens? Qu'ils aillent se faire voir. Daniel sourit. Les Nakamura ont investi 400 millions parce qu'ils ont vu un homme choisir son fils avant tout. Mes affaires ont augmenté de 30% parce que j'ai enfin pu me concentrer sur le travail, sachant que Thomas allait bien. Et tu sais ce que j'ai découvert? Les seules opinions qui comptent sont celles de cette maison. À ce moment-là, Thomas apparut à la porte de la cuisine, encore en pyjama, cheveux ébouriffés. « Les pancakes brûlent », dit-il. Grace et Daniel regardèrent la poêle en même temps. La fumée s'élevait. Ils coururent éteindre le feu, se heurtant l'un à l'autre, riant du désastre. Thomas les rejoignit, et tous les trois préparèrent un nouveau lot ensemble, la cuisine pleine de farine, de rire et de quelque chose qui n'existait pas depuis longtemps. L'espoir. 3 mois plus tard, lors de la fête d'anniversaire de Thomas, Grace était dans le jardin avec sa sœur et ses 4 neveux, tous courant parmi les enfants de l'école. Daniel observait depuis le balcon, tenant une bière, parlant avec Harold Chen. « Tu as pris la bonne décision, » dit Harold. « Même si c'était la plus difficile. »« Ce n'était pas difficile à la fin, » répondit Daniel. « C'était la chose la plus facile que j'ai jamais faite. Choisir l'amour plutôt que la peur. Choisir la famille plutôt que les apparences. Choisir ce qui est réel plutôt que ce qui est attendu. » Sur l'herbe, Thomas courait après un ballon, criant à Grace de regarder pendant qu'il le frappait. Elle applaudissait, criait en retour, présente d'une manière qui transcendait les définitions ou les titres. Daniel comprit enfin ce qu'Amanda avait toujours essayé de lui enseigner. La richesse ne se mesure pas en dollars ou en propriétés. Elle se mesure à des moments comme celui-ci. Dans des rires remplissant des couloirs vides. Dans des câlins donnés librement. Dans des secondes chances et de nouveaux départs. Son manoir de 15 millions était toujours là, avec ses marbres et or. Mais il n'était plus qu'une maison. Ce qui en faisait un foyer, c'étaient les personnes à l'intérieur. Surtout l'employé noir qu'il avait failli licencier, la femme qui avait sauvé tout ce qui comptait vraiment. Et si vous avez aimé cette histoire de recommencement et de seconde chance, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo. Laissez un commentaire pour dire ce que vous en pensez et depuis quelle ville ou quel pays vous regardez. Des histoires comme celle-ci nous rappellent que parfois, les personnes les plus importantes de notre vie arrivent de façons inattendues. Et que le véritable luxe ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans ceux que nous choisissons d'aimer.